Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette présentation de livres presque du cinéma, hein. Vous savez, je parle un peu de tout et on va parler d'un livre. Le livre, vous l'avez comme titre. Il s'agit de ce petit pavé, je sais pas si vous voyez le truc, hein. Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, écrit donc par Fabien Moreau, hein. Comme vous voyez, c'est un sacré livre, hein, et il coûte la bagatelle de 50 euros. Mais regardez la chose, je vais juste vous montrer d'abord un petit peu l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Parce que 50 euros, mais vous verrez que c'est rempli d'images, d'accord. Donc il y a plein d'images, d'affiches et de trucs, et de textes, et beaucoup de textes. Et croyez-moi, c'est un texte, on va en reparler après, mais très intéressant. Pour la petite histoire, si vous vous demandez si je suis quelqu'un d'acheté comme d'habitude, alors sachez que ce livre-là, c'est pas le mien. On me l'a prêté. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais pu vous faire cette présentation en mode on m'a prêté le livre, je l'ai lu, je dis que c'est génial, achetez-le, c'est trop bien. Mais en fait, avant qu'on puisse me le prêter, j'avais déjà acheté mon édition à moi, ce qui fait que je l'ai à double là, ce qui fait que j'ai le mien et celui qu'on m'a prêté pour lire. Donc je suis un vendu, voilà, mais un vendu qui paye 50 euros aussi son livre. Et pour en parler, je me suis dit qu'on allait faire venir quelqu'un pour parler un petit peu de tout ça. Et qui est cette personne, ladies and gentlemen, ni plus ni moins que Fabien Moreau, l'auteur du livre. Salut beau parleur, bonsoir à toi et bonsoir à tes abonnés. Je suis très heureux d'être avec toi ce soir. Bon, et merci d'avoir monté tes deux exemplaires parce que deux fois plus de deux fois plus de plaisir. Donc la version blister et la version pas blister. Voilà, la version. Bah, je vais faire l'unboxing ce soir si ça se trouve. Celui-ci, il faut que je le rende à notre ami en commun, donc tant mieux, comme ça on pourra voir tout ça. Alors, tout d'abord, peut-être pas, parce que bon, j'ai bien dit que tu étais l'auteur du livre, mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens de la chaîne, pour qu'ils sachent un petit peu qui tu es, ton parcours, etc. Alors, avec plaisir. Donc moi je suis Fabien Moreau, donc l'auteur de Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Avant ça, donc j'avais travaillé pour pas mal de revues spécialisées, notamment J-Fan, qui est la revue américaine consacrée au Kaiju Ega, donc film de monstres japonais, revue anglo, donc qui est distribuée aux USA et au Canada, mais aussi un peu partout dans le monde. J'ai bossé pendant des années pour l'écran fantastique. Ensuite, j'ai switché vers Mad Movies. Je travaille aussi pour Otomo, donc le magazine japonais de Rokirama. Et en 2018, j'ai écrit mon premier livre, Ishiro Honda, Humanisme Monstre, aux éditions Rouge Profond, qui était une biographie du cinéaste Ishiro Honda qui a notamment créé le film de monstre japonais, le Kaiju Eiga, et donc Godzilla. Donc, parallèlement à ça, je fais aussi pas mal de sous-titrage pour des sociétés d'édition de DVD, notamment Elephant Film. J'ai bossé sur quelques livrets comme Miami Vice, donc la série Miami Vice, donc j'ai supervisé le livret. Et donc, effectivement, pour compléter la présentation de vos parleurs, j'ai signé donc mon dernier bébé, Kaiju Envahisseur et Apocalypse, qui est l'ouvrage de lancement des éditions Artbark, qui a été donc créé par Mathieu Cole. Et voilà, le livre est sorti il y a un peu plus de 2 mois et demi maintenant, bientôt 3 mois. Et donc, on est encore un petit peu dans la fin de promo du bouquin. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, je te remercie d'être avec nous, hein, de prendre ce temps pour être avec nous, pour parler de ce livre parce qu'en fait, le livre parle certes de kaiju, mais c'est écrit l'âge d'or de la science-fiction japonaise, c'est-à-dire que il va plus loin. Ça ne parle pas que de kaiju Iga. On peut dire que c'est un livre en fait sur le tokusatsu d'une certaine manière. On va dire qu'effectivement, c'est l'histoire du cinéma d'effets spéciaux japonais de 1949 à 1980, avec surtout un axe, comme le titre l'indique, sur la SF. Donc on n'est pas du tout sur le film d'épouvante, le film fantastique à base de fantômes, ce genre de choses, ni même l'animation. C'est le cinéma de science-fiction exclusivement live. Pas d'animation parce que je pense que l'animation a été suffisamment bien représentée en France, dans les pays francophones. Et je voulais exclusivement me focaliser sur le live. Et voilà, on est sur cette période immédiate après-guerre, 1949, et on s'arrête en 1980 avec l'arrêt provisoire des grosses franchises.
Bon, tu dis que tu parles pas de trucs fantastiques, mais en fait, on voit que les premières œuvres, c'est des reprises de choses plus occidentales, telles que L'Homme Invisible ou encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde à la sauce japonaise. Ouais, mais encore une fois, ça, ce sont des œuvres qui découlent de science-fiction, puisque Dr. Jekyll, Mr. Hyde, bon, il crée une potion à base de différents produits pour se transformer. Pareil, l'homme invisible, c'est un produit qu'il absorbe et qui le rend invisible. Mais c'est vrai que sur Tetsuno Tsume, qui est le Jekyll and Hyde japonais, on est sur une variation thématique qui va plus du côté de l'alcool que de, que la potion, en fait. Voilà. La seule vraie entorse que j'ai fait dans le bouquin, c'est quand je parle de la trilogie d'Imagine, qui est un mélange, on en reparlera si tu veux, qui est un mélange entre le film de monstre géant et le film en costume, le Jidaigeki. Mais bon, vu qu'il est directement, on va dire, dérivé du Kaiju Ega, je me suis fait un petit plaisir. Je voulais en parler. D'accord, ouais. Ça tombe bien, j'en ai fait une présentation il y a pas si longtemps de ça, profiter aussi pour faire un peu de pub pour Chat qui fume. Mais là, on est en train de parler de ce livre et donc on redonne l'édition, donc j'arrive pas à lire, Aardvark, voilà, je vais y arriver, Aardvark, Aardvark. On le répète pour que ça reste dans la tête des gens, Aardvark. Alors moi j'ai une petite question à te poser, c'est comment est-ce qu'on se dit qu'on va écrire un tel livre? On se dit, tiens, je vais me lancer dans un truc aussi gros, parce qu'après, je vais revenir sur le contenu. Mais déjà, au nombre de pages, il y en a combien des pages là-dedans? Il y en a Plus de 530. 543 pour être précis. Ouais, voilà. Exactement. Alors, en fait, on ne se le dit pas. C'est juste que tu as un éditeur qui est suffisamment aventureux, donc en l'occurrence Mathieu Cole de Aardvark Édition, qui vient te chercher et qui te demande, bon, j'ai ce projet que je veux mener à bien depuis des années, et donc j'ai besoin d'un auteur qui connaît un peu le genre, qui connaît l'histoire de ces films pour le mener à bien. Est-ce que tu vas le faire? Et à l'époque, j'étais en train de mettre la touche finale au bouquin sur Ichiro Honda, et je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'enchaîner sur un livre, Maxime Maus, sur l'histoire de la science-fiction japonaise? Est-ce que je vais continuer avec les kaiju? Et je me suis dit, bon, visiblement, c'est mon destin, donc j'ai dit oui, on le fait. Et puis, ça permettait surtout, au-delà de l'aspect kaiju, ça permettait d'aborder tous les sous-genres de la SF japonaise de cette époque-là, les films de super-héros, les films catastrophes, les films d'invasion extraterrestre. Il y avait toute une galaxie de films qui me plaisaient, que je voulais absolument aborder et honorer. Et bon, voilà, le premier contact avec l'éditeur a été fin 2017, et là, on se retrouve 3 ans plus tard, le bébé est sorti, quoi. Donc, ça a été un beau marathon de 3 ans qui a demandé beaucoup d'efforts, de sacrifices, de transpiration, de moments de pression, d'incertitude des fois, mais bon, il existe, il est là, et je suis content qu'il ait rencontré ses lecteurs surtout. Et moi, j'ai une question. Comment tu as fait pour voir, peut-être pas tous, moi, parce que parfois, peut-être, je me dis, c'est une question que je pose, peut-être tous les films qui sont là-dedans, tu n'as peut-être pas pu tous les voir, mais peut-être que tu as quand même trouvé des informations. Mais il y a une telle quantité d'œuvres là-dessus qui sont difficiles d'accès que je me dis, waouh, comment tu as réussi à voir tout ça, à chercher toutes ces informations et tout. J'ai tout vu. T'as tout vu, tant mieux. Je me dis que j'ai tout regardé, et puis au niveau des informations, surtout sur les contextes de production, tout ça, on va chercher toute la littérature existante, française, anglo-saxonne, japonaise, qu'on va traduire un peu comme du mieux possible, en essayant de respecter la réalité factuelle de la production de ces films-là. Et puis ensuite, on construit des chapitres thématiques autour de ces films-là. C'était mieux de faire par chapitre thématique, c'est-à-dire on avance dans le temps des thématiques bien spécifiques, les films d'invasion extraterrestre, les premiers kaiju ensuite les films catastrophes, les premiers films de super-héros. Donc du coup, on raconte vraiment une histoire du genre à travers les différentes époques et à travers différents cycles de films, en fait. Et je pense que c'était une approche plus raisonnable à adopter pour permettre au lectorat de suivre cette histoire plus aisément. Ouais. J'allais dire, c'est qu'on a un peu l'impression aussi qu'on est en train de lire l'histoire du genre, quoi. Que vraiment, on voit le premier film, le deuxième, Godzilla, je me laisse corrompre, désolé. Ouais, mais ça fait Godzilla. Ensuite, on passe, par exemple, je sais pas moi, les autres films d'Ichiro Honda, les premiers et tout ça, et on a vraiment l'évolution du genre.
Et je trouve que ça permet justement de suivre en plus cette aventure un peu en direct, et ça aide aussi justement à de remettre le film dans son contexte par rapport aux autres œuvres qui sont sorties. Oui, bien sûr. Et alors, aussi à la situation, pardon, aussi par exemple par rapport à la situation des studios aussi. Mmh. Et alors je me permets, là c'est le moment où je vais aussi parler du livre, les gens, ce truc, il est rempli mais d'informations, c'est un truc de malade. Alors, évidemment, quand tu as pas vu le film, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, le passage sur le premier Godzilla, j'ai lu, alors j'imagine que c'est peut-être pas le film le plus difficile sur lequel trouver des informations, mais tu lis et tu te dis: OK, il a dit ça, et tu dis, vous savez, moi, quand je regarde des bonus DVD et autres, des fois, je me dis, ils vont pas assez loin. Et là, et tu finis de lire le truc, tu dis, il y a quoi à creuser encore là-dedans? Il y a quoi comme information qu'on aurait pu sortir, à part peut-être le nom d'un figurant, là, au fond, là? Tu dis, mais je le dis très honnêtement, je suis sorti, tu dis, waouh! Et il enchaîne sur le film d'après, et je me permets aussi de dire que une fois que vous croyez que c'est fini, ben non, c'est pas fini, parce que après, une fois qu'il a fini son encyclopédie, il y a un truc qui s'appelle l'encyclopédie, hein, pour lequel il met les films, on a les dates de sortie, tout ça, et pour les grelus comme moi, il dit même où on peut les voir, en quoi ils ont été édités et tout, tu te dis, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Et quand vous croyez que c'est fini, non, attends, j'ai encore des biographies de personnes du milieu, des réalisateurs et compagnie. C'est un truc de malade, je te le dis, c'est un livre de fou. J'ai commencé à le lire, j'ai dit, c'est quoi ce machin? Ça, c'est vrai que pour cette partie-là, par contre, heureusement que j'ai eu Mathieu, l'éditeur, avec moi pour me filer un coup de main. C'est lui qui est mentionné pour la partie encyclopédique, parce que c'est lui qui a reclassé tous les films avec toutes les sorties vidéo qui a fait quoi dessus, parce qu'on arrivait vers la fin de la fabrication du bouquin et je pouvais pas tout faire sur la fin. Et moi, j'ai fait tout le wouzou avec tous les acteurs, les réalisateurs, tout ça. Et lui a fait la partie encyclopédique. Les films ont été classés. Quoi. Voilà. J'avoue que je suis pas un expert de l'historique de toutes les sorties vidéo de tous les films, mais au moins, avec le concours de Mathieu, on a réussi à tout caser. Quoi. Mais c'est vrai que c'était assez. Mais l'important, c'est que ce soit là-dedans, quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, là-dedans, je le dis très honnêtement, bon, je te l'ai déjà dit en dehors du live, c'est une mine d'informations. Je suis complètement fan du livre, quoi. Je veux dire, c'est un livre c'est un livre que tu ressors de la bibliothèque quand tu as besoin d'informations. Et pour tout te dire, je t'avais dit que j'avais vu que Godzilla, et ben depuis, j'ai vu un autre kaiju, à savoir King Kong contre Godzilla. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais lire le passage de King Kong contre Godzilla. Et encore une fois, alors c'est peut-être un film un peu plus duquel il est un peu peut-être plus difficile d'avoir des informations, mais on a quand même tout l'historique du scénario, à savoir qu'il a commencé aux États-Unis, que c'était prévu que ce soit contre Frankenstein, blablabla. Petite pensée pour comment il s'appelle déjà, pour Zio Ranger, je crois que c'est dans Zio Ranger où ils combattent un Frankenstein géant à un moment donné. Oui. Exactement. Donc je me suis dit, tiens, peut-être c'est ça, je sais plus. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on parle de tout ça. Ensuite, on arrive sur le film en lui-même, sur les acteurs, les trucs, les machins. Et tu dis, voilà, même entre guillemets, pour un film plus mineur, même si d'après ce que j'ai compris, il a énormément cartonné au box-office, mais je veux dire, il est peut-être moins marquant que le Godzilla. Et ben malgré tout, tu lis ça et tu dis, ok, c'est bien, c'est bien. C'est une histoire incroyable, hein, King Kong contre Godzilla. Tu te dis, les différentes versions du scénar. Le voyage du scénario à droite à gauche, Willis O'Brien, le créateur des effets spéciaux de King Kong, qui voulait faire King Kong contre Frankenstein. Enfin, c'est une histoire délirante. Mais du coup, Toho va le faire, le Frankenstein géant, parce qu'ils vont faire Frankenstein versus Baragon en 1965 quand même. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. C'est le cas de le dire. Mais bref, donc ouais, tout ça pour dire que le livre, je le trouve super complet. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a des informations que tu as dû volontairement laisser de côté ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait plus de place, ou alors le mettre dans le texte, ça devenait trop compliqué? De mémoire, je pense avoir mis tout ce que j'avais trouvé, sauf s'il y a des informations que je jugeais peut-être pas crédibles ou que je n'étais pas forcément sûr de la source, je ne mettais pas en général. Mais en général, non, j'ai laissé très très peu de choses. Le but, c'est en tout cas, sur le Godzilla de 54, j'ai mis tout ce que j'avais trouvé, tout le paquet, recoupé les sources et tout ça. Donc, ça ne voit pas.
Non, 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 pas du tout. Pas du tout, non. Non, mais je vous le dis honnêtement, hein, faut, ça, à ce niveau-là, c'est super. Et, est-ce que tu as un regret sur le livre, quelque chose que tu te dis, ah zut, j'ai raté une occasion peut-être de voir avec, je sais pas moi, un réalisateur, rencontrer quelqu'un ou quelque chose comme ça? En fait, c'est sûr qu'on a toujours envie de rencontrer tous les survivants, toutes les personnes qui ont contribué à ce bouquin, à ces films-là, mais bon, on n'a pas forcément le temps, financièrement, c'est pas forcément possible de voir les gens. J'avais rencontré déjà pas mal de gens avant pour mon précédent bouquin, là, le bouquin sur Honda, où il y a pas mal d'interviews. Bon, j'ai remis quelques éléments des interviews dans ce bouquin-là, mais de toute façon, on n'est jamais satisfait à 100%. Si tu veux, un bouquin comme ça, même en le relisant, tu trouveras toujours des fautes ou des coquilles en te disant ah non, j'aurais pas écrit ça comme ça. De toute façon, au bout d'un moment, tu lâches le truc, quoi. Tu lâches le truc pour qu'il sorte et bon, à un moment donné, non, mais c'est bien parce que tu vas à la fois assumer toutes les qualités et les défauts. Mais en tout cas, les retours que j'ai du lectorat jusqu'à présent indiquent qu'on ne s'est pas forcément planté sur la façon de le faire, en tout cas. Alors, pour avoir vu des avis traîner sur Internet, sur Facebook et autres, je dis pas simplement les avis, je sais pas moi, Amazon et toutes ces âneries, hein, je veux dire, pour avoir vu vraiment des avis divers, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est vraiment un excellent livre. D'ailleurs, je crois que tu avais dit qu'il était à un concours, en tout cas nommé comme dans les 3 meilleurs livres de l'année ou un truc comme ça, dans la Alors, section cinéma. alors, en toute modestie, j'ai appris il y a quelques semaines, beaucoup d'étonnement, que le livre avait été nominé effectivement dans la catégorie meilleur album, donc au prix du prix du syndicat de la critique du film. Le syndicat français de la critique de cinéma. Voilà. Donc, qui est un concours annuel qui déroule tous les ans, où tu as tout un groupe de journalistes et de critiques très reconnus qui récompense les meilleures éditions DVD, Blu-ray, éditeurs, documentaires, films, puis meilleur article, je crois aussi, meilleure revue, et aussi tous les bouquins qui sortent autour du cinéma. Et donc, Kaiju Envahisseur et Apocalypse est nominé dans la catégorie meilleur album. Et Mathieu Cole et moi, on était ravis de l'apprendre et c'est vraiment un bel honneur. Surtout que on concourt à côté de deux beaux livres. Il y a un livre sur John Cassavetes et un autre sur Tennessee Williams qui est signé par Séverine Danflou. Et donc, voilà, on a les kaijus entre John Cassavetes et Tennessee Williams, donc c'est cool. Bon, maintenant, on verra. Enfin, maintenant que le meilleur gagne, hein, comme on dit au début de Peu de Sport. Hein, voilà. Ça, c'est de la citation. Le petit comité des bouquins de cinéma, tu vois. Contact. Ouais, mais celui-là, il fait mal au contact, hein, je te le dis. Hein. Il est gros. Et du coup, petite question, parce que là, on parle évidemment de science-fiction japonaise, mais qu'est-ce que tu penses de l'appropriation américaine avec, par exemple, le Monster Universe qui sont en train de sortir, où ils vont refaire justement un King Kong contre Godzilla et compagnie, plutôt pour, plutôt contre, c'est sympa, mais c'est pas pareil, c'est du vol culturel, de l'appropriation culturelle. Écoute, quand je pars du principe que la Toho négocie ses droits avec les compagnies américaines, pour moi, c'est pas du vol, hein, c'est juste un business qui est parfaitement bien mené. Non, non, alors moi, il faut savoir que les films du Monsterverse, je les attends tous avec beaucoup d'im- beaucoup d'impatience à chaque fois, parce qu'ils embauchent, je crois, des gens intéressants pour faire ces films-là. Est-ce que ça veut dire que je les aime tous pour l'instant sur les trois qui sont sortis? Pas forcément. J'adore le Godzilla de Gareth Edwards. Vraiment, j'adore ce film. J'aime beaucoup le Kong Skull Island, que j'ai trouvé très très fun. Bon survival de guerre avec des monstres et tout, je trouve ça fun. C'est un film que j'aime de plus en plus en fait, et je faut que je le regarde. Le Godzilla King of the Monsters, je suis pas fan, malgré la musique qui est assez exceptionnelle. Et Et les le têtes de Godzilla. Oui, entre autres, oui. Mais je trouvais que tout le score était vraiment très réussi. Et puis le Godzilla versus Kong, on verra. Hein. On verra. C'est sûr que je veux pas forcément un film sur les réactions des êtres humains pendant 1 heure et demie. Hein. Je veux mon combat de monstres. Je le veux. Donc, Legendary Pictures, donnez-moi mon combat de monstres.
Bah, je pense qu'après Godzilla King of Monsters, ils sont partis dans cette idée-là. Dans le premier, ils ont déjà fait les humains. Enfin, dans le deuxième, il y avait quand même pas mal d'humains. D'ailleurs, un Ouais. peu trop, peut-être. Un peu trop, mais ça, c'est un autre souci. Mais ouais. Tout dépend. Enfin, vraiment, il n'y a plus d'impatience, mais il y a une attente à chaque fois curieuse et bienveillante, et après, on verra le produit, quoi. Et qu'en est-il des kaiju Ega dans le reste de l'Asie? Parce qu'il me semble que sur l'émission que tu animais, donc Tokuscope, vous aviez parlé d'un kaiju nord-coréen, ce qui est déjà en tant que tel petite expérience. Mais par exemple, à Hong Kong, il y a le fameux Mighty Peking Man, donc il y a eu quand même des petites choses, et d'ailleurs pas qu'en Asie. Hein. Mais qu'en est-il? Comment se fait-il que ce soit un genre si japonais finalement, malgré que son succès mondial, qu'il y a en effet eu des imitations, des clones ailleurs, mais pourquoi c'est si japonais? Je pense que c'est japonais aussi parce que les Japonais ont vraiment inventé le concept de kaiju, hein, qui est vraiment un concept assez unique et et qui peut prendre différentes formes. En fait, les premiers monstres euh, avaient une forme préhistorique parce que Godzilla avait imité ce film américain, là, Le Monstre des Temps Perdus. Donc, dans un premier temps, ils avaient surtout exploité, on va dire, des formes préhistoriques, donc comme Rodan, ou Varan, et ensuite on va aller vers quelque chose d'un peu plus mythologique avec Mothra, tu vois, et puis ensuite quand tu auras eu quand il y a les autres séries comme Ultraman, on va petit à petit se détacher on va dire on va dire des figures, une fois entre guillemets dinosauriennes, pour aller vers des choses plus originales, plus baroques, créer des personnages avec une identité visuelle très spécifique, des pouvoirs spécifiques, un nom qui leur appartient. Donc en fait, je pense que c'est devenu une spécificité japonaise parce que ça a été produit en masse et que du coup ensuite ça a été imité, et vu que ça marchait, ça a été imité euh, sur le reste de l'Asie, tu vois. Effectivement, on parlait de Yongari, qui était ce film sud-coréen de 1967. Il y aura même le Colosse de Hong Kong, effectivement, la Shaw Brothers en 77. Il y aura Pulgasari, donc le film nord-coréen en 1985. Il y aura aussi pas mal de films faits aux Philippines. Les films de monstres géants qui seront faits aux Philippines non plus, aussi, sur ces films qui marchaient pas mal là-bas. Il y aura même un kaiju indien qui s'appelle Gogola, qui sera réalisé en 1966. J'adore ce nom, Gogola. Je trouve ça rigolo comme personnage. Qui est un espèce de lézard géant aussi, hein, tu vois. Bah, je pense que le concept du dinosaure géant fonctionne, quoi. Il y a quelque chose peut-être qui date du Monde perdu de 1925. Cette idée de voir un dinosaure géant, c'est une imagerie qui a été forte dans le cinéma occidental bien avant Godzilla, finalement. Parce qu'on avait aussi, bon, on avait eu King Kong, donc là, c'est un gorille géant, mais on avait eu un dessin animé de Superman dans les années 40, les Superman des studios Fleischer, où dans le deuxième épisode, The Arctic Giant, il affrontait carrément un dinosaure bipède qui annonce complètement Godzilla, en fait. D'accord. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est devenu vraiment un genre japonais parce que euh, il y a un effet de répétition, de récurrence, de production massive, mais aussi parce que les kaijus sont des personnages. Donc, je disais, tu vois, ils ont un nom, ils ont une personnalité, ils ont des pouvoirs, et ce ne sont pas des dinosaures. C'est-à-dire que vu que ce sont toutes des aberrations issues en général de la bombe atomique, ce sont des personnages qu'il faut craindre parce qu'ils sont irrespectés, parce qu'ils ne sont pas censés exister en fait. Voilà. Et ils sont en fait, ils Ça sont crée issus. une mythologie, en fait. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs pour les gens dans Godzilla King of Monsters. C'est-à-dire, c'est pas un gorille, c'est pas un truc, c'est Ghidorah, c'est Godzilla, c'est Mothra, c'est pas un papillon, c'est pas. Voilà, quoi. Avec quand même des fondamentaux comme Ghidorah où ça s'inspire du Ryu, donc par exemple mythologique japonais, mais chinois aussi. Mothra, c'est une mythe, mais, mais, mais petit à petit, ils ont su se détacher du règne animalier. Pourquoi? Parce que aussi, ils embauchaient des artistes plasticiens pour créer les monstres, en fait. C'est pour ça que tu avais des formes complètement folles dans les premières séries comme Ultraman, où tu avais des designs, tu peux avoir des espèces d'étoiles de mer combinées ensemble, des personnages avec la tête qui serait au milieu du torse, enfin des trucs complètement originaux. Même Ultraman, en soi, son visage, c'est une espèce de Bouddha très stylisé auquel on aurait enlevé toutes les fioritures, tu vois. C'est pas faux. Maintenant que tu me parles de Bouddha, je fais, ouais, pourquoi pas, en effet, le premier Ultraman, ouais, il y a de ça. On garde l'aspect très neutre,
et à la fois sage du Bouddha, mais on lui donne quelques formes un peu plus anguleuses ou arrondies pour faire quelque chose d'extraterrestre en même temps. Et je reviens vite fait sur un truc que tu as dit qui, moi, me semble être très japonais, c'est le côté répétition. J'ai l'impression qu'au Japon, que ce soit dans les différents genres, il y a qu'à voir même pour les fans de manga, les shonen, etc., pour dire quelque chose qui est très populaire chez nous. C'est-à-dire ils aiment bien prendre quelque chose et répéter la formule, avec finalement assez peu de variantes en règle générale. Et en fait, il y a quelque chose qui varie un peu d'un film à l'autre, et peu à peu, ça change, mais il y a cette notion de répétition. Alors bon, moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux japonais, je peux t'assurer que la répétition, je connais. Donc j'ai l'impression que c'est un peu dans l'esprit japonais, ça, qu'ils aiment bien refaire, en fait. Un peu comme les enfants auxquels on relie une histoire. C'est vrai que sur les premiers kaiju, ils sont allés par touches successives. C'est-à-dire que le premier Godzilla, bon, bah, on a une ambiance sombre, mais on n'a qu'un seul monstre. Sur le deuxième film, autour de Godzilla, on essaie de garder cette ambiance sombre, mais on va ajouter 2 monstres. Donc ça fait qu'on va ajouter l'idée de duel entre les monstres. Ensuite, sur Rodan, on va amener la couleur, mais là, c'est plus un monstre terrestre ou aquatique, ça va être un monstre volant. Ensuite, sur Prisonnier des Martiens, ça va être un robot. Ensuite, sur Varan, c'est un monstre qui à la fois peut nager, marcher et voler, donc il est tout terrain. Et puis ensuite, on va plutôt aller vers la perspective féminine avec Mothra. On va avoir cette fois-ci une créature évolutive, donc qui a un star de larvaire, ensuite qui peut voler. Donc en fait, c'est vrai que ça avance dans le temps. Et puis, on y va par touches successives. Et après, finalement, on fait aussi évoluer la personnalité des monstres, puisque Godzilla va devenir gentil à partir de la moitié des années 60, parce que bah, il y a d'autres personnages de science-fiction pour enfants qui remportent un certain succès. Donc, faisons de Godzilla un nouveau héros pour les enfants, même si c'était incompatible avec l'idée de base du personnage, qui était quand même une incarnation de la bombe atomique, donc un personnage violent, destructeur. Mais bon, il faut évoluer avec son temps, et puis ça permet aussi d'inventer de nouvelles menaces, effectivement, comme King Ghidorah, qui sera un petit peu le bad guy ultime de cette franchise. Et d'ailleurs, je profite, puisque tu as parlé de Godzilla King of Monsters, je sais plus où. Il y a déjà eu un peu un équivalent au Japon où ils avaient fait on va dire un All-Star où il y avait tous les monstres réunis. C'est fait plusieurs fois, mais on va dire que le film qu'on retient le plus, il y a 2 films qu'on retient surtout, c'est Les Envahisseurs attaquent, qui date de 1968, où tu as là carrément 11 monstres. Donc, 11 monstres, donc j'en parle. Attends, je vais faire ça. La petite pause musicale pour les gens qui suivent. Justement, j'étais en train de suivre. Alors, je profite pendant qu'on y est. Ultraman, même si je suis en tout petit. Ou Ultraman. Alors, tu peux te rendre à la page 202. Alors, j'étais à quelle page? Ah, pas loin. 202, j'ai l'impression d'être à l'école. Alors, s'il vous plaît, prenez la page 202, s'il vous plaît. Oui. 202. Oui, tout à fait. Ah, voilà, bah, en plus, c'est celui-là, ouais. Voilà, donc c'est un film où il y a 11 monstres. Donc, en fait, les extraterrestres manipulent les kaijus et les envoient tous sur les villes principales du globe. Et donc, à la fin du film, on a un gros fight avec tous les monstres de la Toho contre King Ghidorah. Donc, c'est un film très, très sympa. Un petit peu le Avengers du kaiju à l'époque. Et puis, ils avaient tenté de faire le même délire en 2004 avec le fameux Godzilla Final Wars de Ryuhei Kitamura, où là, Godzilla, en fait, c'était plutôt du mano à mano. Là, c'était Godzilla qui allait dans différentes zones du globe et il se fightait avec quasiment tous les monstres du répertoire de la Toho. Y compris le Godzilla américain de Heinrich. Ouais, on peut même pas appeler un concert un combat. Là, on appelle ça une expédition sommaire. Là. Une exécution. Ouais. Tu vois, tout le monde dit que c'est un peu c'est toi l'imitation. Allez, au revoir. Allez, je bave. Allez, au revoir. Et aussi, question, parce qu'on a un peu évoqué justement Ultraman, donc les séries télé qui après sont arrivées. Bon, alors Ultraman, évidemment, après, on peut parler des Super Sentai qui finissaient quand même avec quand c'est devenu Super Sentai, avec un combat géant, généralement dans une ville, avec destruction et tout ce qui va avec, plus ou moins grosse, évidemment, en fonction des séries. On est quand même dans cette continuité-là. Ah, mais complètement. De toute façon le Super Sentai, bon, à l'origine, il n'y avait pas de monstres géants dans les toutes premières séries, mais ça a évolué parce que le robot géant avait beaucoup de succès dans les années 70, avec des séries comme Mazinger Z, par exemple, Goldorak notamment, mais aussi tous les guetteurs robots, puis cette série-là, Gundam, qui est arrivée en 79, donc c'était vraiment la grosse décennie des mechas
mechas au Japon. Et puis surtout parce que il y a eu la série Spider-Man de la Toei, oui, parce que Toei a produit une série Spider-Man qui avait la fameuse Spider-Man, qui avait introduit justement un robot géant transformable, le Léopardon. Et c'est à partir du succès de cette série qu'ils se sont dit, on n'a qu'à introduire des robots géants dans nos séries de team, quoi, de Sentai. Donc, et puis la formule robot géant contre monstre géant, c'est devenu, on va dire, l'un des fondamentaux de l'imagerie du Super Sentai et de la SF japonaise en général. Mmh. Un certain Guillermo del Toro l'aura bien compris d'ailleurs. Ah, il paraît, ouais, j'ai entendu parler de ça vite fait, ouais. Et d'ailleurs, question, je profite, parce qu'une fois j'ai eu ce débat avec des gens, et peut-être que je suis trop, je suis plus royaliste que le roi. Moi, j'ai dit que pour moi, le Monsterverse et puis Pacific Rim, c'est des films de monstres géants et tout ça, mais ce sont pas des kaiju, parce que pour moi, quand je dis kaiju Eiga, donc, pour moi, ça veut dire film de monstres japonais. C'est le même genre, mais c'est pas tout à fait, tu vois. Alors peut-être que je suis trop extrémiste. Un kaiju Eiga, par essence, c'est japonais, même si Del Toro les a appelés kaiju dans son film et dans la suite. Oui, c'est un hommage, c'était pour les classifier, mais en tout cas, pour moi, Pacific Rim, c'est un des plus beaux hommages occidentaux à ce genre de film-là, tu vois. Mais c'est peut-être plus un hommage à la culture mecha en général que le kaiju Eiga de manière spécifique. Enfin, je trouve, c'est personnel, mais après, je trouve que c'est fantastique. Enfin, moi, j'adore le premier Pacific Rim, je sais. D'ailleurs, je profite pour les incultes comme moi, ou peut-être d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais donner quelques films, peut-être, qui sont des portes d'entrée assez sympas pour entrer dans l'univers, pour se dire, tiens, ça m'intéresse. J'ai vu, par exemple, les Américains, et je veux connaître les originaux, mais en même temps, me regarder un vieux film en noir et blanc, ou alors voir King Kong qui se bat avec Godzilla, avec des idiots autour en train de parler, enfin, les humains, là, je parle. De films classiques japonais. Ouais, classique, enfin, en tout cas, de kaiju originaux. Ah oui, d'accord. Déjà, le premier Godzilla de 1954, je pense que c'est un film à voir. C'est quand même un film assez sombre et déprimant par moment. Donc, si vous avez envie d'une ambiance plus légère, vraiment, je conseille Mothra contre Godzilla de 1964, qui est vraiment peut-être le plus beau film de la saga, puisque là, c'est le mélange parfait de film familial, de film sérieux. On a un très très beau combat de monstres. Enfin, les combats de monstres sont vraiment très très réussis. La musique d'Akira Ifukube est juste mortelle. Vraiment, c'est vraiment un des plus beaux films du genre. Je conseillerais aussi Prisonnier des Martiens, qui est un film d'invasion extraterrestre très coloré, très pop, qui est moi un de mes films préférés de tout le genre, vraiment. C'est un film que j'adore. C'est une espèce de guerre des mondes à la japonaise, mais enfin, guerre des mondes, je parle de guerre des mondes de films des années 50. Mais qui n'est pas timoré, c'est-à-dire que c'est vraiment la guerre, quoi. C'est vraiment les vaisseaux contre les fusées, tout ça, on y va à fond. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus horrifique, je vous conseille Matango, qui est un huis clos sur une île tropicale où des naufragés sont menacés de se transformer en hommes champignons. Pas en dire plus. Donc, c'est un film de survie, c'est un peu The Thing avant l'heure, en fait, fait au Japon. Film génial. Si vous aimez encore les kaiju, je vous conseille les 3 premiers Gamera. Donc Gamera, le monstre géant de 65, Gamera contre Barugon de 1966 et Gamera contre Gios de 1967. Et il connaît les dates par cœur. Je vous laisse deviner la qualité de ce truc. Je reviens là-dessus parce que le gars, il te fait oui, alors tu peux regarder ce film de 67. Voilà quoi. Et si vous aimez Star Wars, vous pouvez regarder Les Évadés de l'espace de Kinji Fukasaku, qui est une réponse à Star Wars, et la série qui en est dérivée, c'est-à-dire Sankukai. Je préfère la série ou film, perso. Mais... moi aussi. Voilà. Le film, j'ai un peu plus de peine, on va dire. Je le trouve un peu lent. La série fait 100 fois plus de peine en termes de budget, mais elle est rigolote et il y a des ninjas. Et il y a quand même un robot qui en VO s'appelle Tonto, qui veut dire idiot en espagnol. Ouais, c'est vrai. Rien que pour ça. Et je suis surpris.
Ah, attends, vas-y, oui. Vas-y, vas-y. Je croyais que tu avais fini, moi. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Continue, continue. Je disais comment il s'appelait en français, lui, c'est Sidero. Sidero, ouais. Et je suis surpris, je dis ça parce que tout le monde m'en parle et je me suis dit que peut-être ça pourrait faire une bonne porte d'entrée. Le fameux Shin Godzilla. Pour les films récents, pardon, je parlais pour les films Oui, oui, récents. non, bien sûr. Pour les films récents, il y en a un que je conseille qui est GMK de 2001. Donc c'est Godzilla, Mothra King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack, qui est un film de 2001 de Shusuke Kaneko. Faut voir la trilogie Gamera des années 90. Ça, c'est vraiment, vraiment mortel. Pourquoi? Parce que donc, réalisation de Shusuke Kaneko, scénario de Kazunori Ito, scénariste de Ghost in the Shell, et effets spéciaux de Shinji Iguchi, donc co-créateur de Nadia, le secret de l'eau bleue, des studios Gainax, et co-réalisateur de Shin Godzilla, donc Shin Godzilla de 2016, co-réalisé par Hideaki Anno et Shinji Iguchi, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Hein, Shin Godzilla, c'est mortel. C'est juste un des meilleurs films du genre, un grand film de gestion de crise, un grand film sur l'incapacité politique de gérer une attaque de monstres, et puis il y a des scènes de destruction hallucinantes. Moi, c'est le film de Godzilla que je voulais voir depuis que je suis ado, et ils m'ont fait quoi. Alors, on me l'a souvent conseillé, mais je crois que je vais finir par le voir. C'est pas possible autrement, parce que... C'est mortel, Shin Godzilla. Et en plus, normalement, Shin, donc c'est nouveau, donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'idée d'un reboot, c'est-à-dire qu'on repart sur des bases nouvelles, même si après, je sais pas si le film en lui-même se dit... Enfin, est-ce que c'est une nouvelle découverte de Godzilla? Donc Oui, c'est oui, vraiment un redébut. pour une fois, c'est un reboot total. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de voir les autres films. Là, vraiment, c'est une histoire complètement vierge. C'est une page blanche sur l'histoire de Godzilla, et c'est fantastique. Et c'est pour ça que ça a marché, justement, parce que c'est pas un film qui renvoyait à des époques précédentes. C'est un film qui est en phase avec le Japon des années 2010, en fait. C'est le, c'est le Japon de l'ère Fukushima, quoi. Question d'un camarade que nous avons en commun qui posait une question concernant les différentes affiches qu'il y a dans le livre, parce que c'est vrai que le livre, en plus d'être rempli d'informations, mais croyez-moi, hein, quand j'ai rempli d'informations, c'est rempli d'informations, il y a aussi plein d'affiches qui sont d'ailleurs très belles, et il y en a plein sur plein de films. Mais comment est-ce que vous avez fait pour réunir tout ça et pour mettre tout ça dans le livre? Ça, c'est Mathieu, donc l'éditeur qui s'est surtout chargé de l'aspect iconographique. En fait, il a réuni différents collectionneurs qui, justement, ont permis de mettre à disposition toutes ces belles affiches, ces belles lobby cards qu'on voit dans le bouquin. Donc, toutes les images ont été scannées, numérisées et restaurées pour la plupart d'entre elles. Donc, voilà, donc, ce sont des collectionneurs privés qui ont contribué au livre, notamment Defted Klaus en Allemagne, Jean-Baptiste Pujol, que je salue, que j'embrasse, et puis Mathieu aussi, qui avait pas mal de documentation. Et donc, ça nous permet d'avoir toute cette splendide iconographie qui rend le livre aussi beau qu'informatif. Voilà. Franchement, je veux que bon, je pense que les gens sont au courant, mais franchement, je le répète, parce que même si je te l'ai déjà dit 50 fois, mais franchement, je suis fan de ce livre. Je suis vraiment fan du livre, je le trouve très complet, visuel, tout ce qu'on veut. Et je profite aussi, petite parenthèse que je trouve assez sympa, c'est que non seulement tu parles du film au Japon, non seulement tu parles du film, on va dire, aux États-Unis, d'ailleurs avec ses remontages un peu particuliers, c'est aussi un truc assez rigolo, mais en plus, après, tu parles des différents titres que le film a pu avoir, je sais pas, souvent en Espagne ou en Italie ou autre. Je me dis, mais il y a trop d'infos là-dedans, c'est pas possible. Heureusement qu'on n'a pas fait ça sur tous les films, mais sur le premier Godzilla, c'était important de le faire parce que on veut dire que l'odyssée commerciale du film est aussi importante que le film lui-même, parce que c'est comment ce personnage est devenu subitement une icône internationale. C'est ça qui était important. Donc c'est vrai que c'est passé par différentes modifications, altérations, remontages, changements de titre. Ouais, Dont le fameux Godzilla King of Monsters, qui est le titre américain, si je dis pas de bêtises. Exactement, tout à fait, ouais, qui est sorti en 1956. Et ce qui est marrant, c'est que le remontage américain, donc un peu à la Power Ranger, en fait, il a été Power Rangerisé avant, il a été sabanisé, mais on va le dire comme ça. Quoi. Il a été sabanisé, sauf qu'il s'appelle pas Saban, celui qui a fait ça, c'est-à-dire on a enlevé des Japonais pour mettre des Américains à la place. C'est pas nouveau, quoi, en fait. Non, mais en fin de compte,
c'est une pratique qui est vieille comme le monde, hein, finalement, le remontage de films japonais pour en faire des films calibrés pour le public américain, bah, ça a déjà été fait depuis les années 50, quoi. Tout ça pourquoi? Tout ça pour exploiter des noms de licences, de franchises qui vont devenir super puissantes, tu vois. Mhm. Pour ensuite devenir des blockbusters américains à 150, 200 millions de dollars, tu vois. L'évolution logique des choses. On attend toujours le Power Ranger 100% américain. Pardon. Bon, ça a peut-être déjà existé, mais je me Ah, permets, c'est un petit acte gratuit. ça a été fait, ils ont fait le film là en 2017. Ah, le film que tout le monde a détesté, à part moi. Ah non, moi je l'adore, hein. Ah, alors, on va voir si tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu trouves pas que c'est un film qui respecte totalement les codes du Sentai en les rendant un peu plus occidentaux, certes, mais aussi un peu plus matures, mais sans tomber non plus dans le truc super dark où tout le monde meurt dans la souffrance? Bah écoute, à partir du moment où tu as un combat qui se déroule dans une carrière, ce qui est le cas dans ce film, bah, j'ai envie de dire que les codes du Sentai sont respectés, quoi. Oh, bah, Mais non, non, c'est un film que je trouve super intelligent parce que enfin, tout intelligent, je trouvais bien fait, intègre, parce que c'était un vrai film américain, pour le coup, avec des jeunes beaux gosses américains, ils sont tous beaux, ils sont magnifiques, et puis les thèmes étaient intéressants. Mais ouais, non, mais moi, je voulais voir, le film m'a donné ce que je voulais voir. Je trouve ça dommage qu'ils vont pas exploiter cette franchise-là, mais encore de la rebooter au cinéma. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Non, non, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. En plus, le film était assez sombre, hein, quand même, hein, globalement. ouais, mais je veux dire, il n'est pas tombé non plus dans le stéréotype où les héros meurent, où on s'arrache des bras et autres variantes, toi. C'était un équilibre, Euh, j'ai trouvé. Ouais, bon, non, oui, non, j'aime beaucoup ce film. Et du coup, le making-of qu'il y avait dans le Blu-ray, là, c'était aparté, c'est un making-of qui dure presque 2 heures, bah, c'est un des meilleurs making-of que j'ai vu pour un blockbuster des 5 dernières années écoulées, tu vois. D'accord, ok. Alors, petite question. Pour ce livre, donc, t'as dû rencontrer des gens pour écrire ce livre. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué? Quelle est la rencontre peut-être dont tu es le plus fier ou... Alors en fait, j'ai rencontré personne pour ce bouquin-là parce que finalement, les grandes rencontres, je les avais faites pour le bouquin sur Honda, puisqu'à l'époque, donc, bon, il y a des morceaux d'interview qui ont été réutilisés dans le Kaiju Envahisseur Apocalypse, mais euh, Haruo Nakajima, donc Monsieur Nakajima qui joue Godzilla, qui a joué Godzilla, qui était dans le costume de Godzilla de 1954 à 1972, je suis allé chez lui pour faire une interview en 2015. Je vais pas dire ce que je pense là, mais j'ai des mots un peu méchants qui me viennent. Ouais, vas-y, continue. Ouais, il m'a reçu chez lui, on a fait une interview ensemble, on a bu le café, le thé. C'était un moment magique. C'était excellent. C'était un moment extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est vraiment génial. Il nous a quittés en 2017. Et je l'ai rencontré 2 ans avant sa disparition. Mais en gros, à un moment donné, quand on avait fait l'interview, pour me faire patienter, il m'a sorti ses carnets personnels avec toutes ses photos de tournage des films de Akira Kurosawa. Tous les spectacles promotionnels qu'ils faisaient pour les gosses et tout ça. Et toi, tu as ça entre les mains, tu te dis waouh, j'ai un trésor entre les mains et je prends un café avec ce monsieur qui s'est fait défoncer sur le tournage des 7 samouraïs, tu vois. Donc, Ouais. il y a cette personne-là. Il y a monsieur Nakano qui était le chef des effets spéciaux sur les films durant les années 70-80, qui avait pris à la relève justement d'Eiji Tsuburaya, qui était le chef des effets spéciaux historiques sur la franchise. Pareil, tu vois, il t'explique bon, bah, que bah, voilà, dans les années 70, il fallait un petit peu changer la donne, il fallait mettre plus d'explosions, mettre plus de sang dans les monstres. Il t'explique ça gentiment autour d'un café. C'était une rencontre. Les techniciens sont toujours beaucoup plus intéressants que les acteurs. Et puis, il y a monsieur Akira Takarada qui joue le rôle principal dans le premier Godzilla, qui joue le rôle du jeune Ogata. Alors lui, monsieur Takarada, on s'est vu, j'ai dû l'interviewer au moins 2, 3 fois, aussi bien pour le bouquin que quand je faisais Tokuscope. C'est la seule personne que j'ai dû rencontrer à la fois aux États-Unis, au Japon et en Allemagne, tu vois. On s'est rencontrés sur 3 pays avec monsieur Takarada. Et voilà, ce sont ces 3 rencontres-là que je retiens le plus. Il y a Linda Miller aussi, Linda Miller qui joue le rôle de la jeune la lieutenant Watson dans La Revanche de King Kong, donc, qui était une jeune femme américaine stationnée au Japon à la fin des années 60 qui a joué dans La Revanche de King Kong, et elle
Elle m'a fait carrément un making-of de La Revanche des King Kong, où elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils avaient tourné en studio, ce qu'ils avaient tourné en extérieur, des morceaux de la Tokyo Tower qu'ils avaient dû reconstituer pour le grand final du film. Enfin, voilà, quoi. La rencontre. Ça laisse rêveur, tout ça. Ça laisse rêveur d'entendre tout ça. Tout ça. Voilà. Voilà. Pour te dire, qui n'est pas dans le cadre du bouquin, mais ça, c'est ma petite gloire perso, c'est le truc le plus badass que j'ai fait dans ma vie, c'est d'emmener Sonichiba faire du shopping à Paris. Ouais, j'allais dire, je suis tombé sur l'interview que vous avez faite au Couscop, là, dans le livre de Christophe Chanclot. J'ai fait. Tu sais, moi, je trouve ça, au lieu de me dire, oh, ils l'ont interviewé, mais mon premier réflexe, c'est, oh, les salauds. Donc, tu as emmené Sonichiba faire du shopping à Paris. Voilà. Et il était fan de steak tartare, c'est ce que je peux dire. Oh là, ça laisse rêveur, mais d'une force, ah là là. Tu dis, mon Dieu. Et du coup, est-ce qu'il y a encore des gens que tu te dis, ah, lui, j'aimerais bien le rencontrer, ou peut-être une possibilité? J'aimerais bien rencontrer Shusuke Kaneko, donc le réalisateur de la trilogie Gamera des années 90. Son scénariste aussi, Kazunori Ito, qui a fait le scénario de Ghost in the Shell, mais aussi donc des trois films Gamera. Ah oui, alors j'ai rencontré aussi Monsieur Murase, très important, qui a fait des costumes pour les films Gamera dans les années 60. Il a fait le costume de King Ghidorah et il a fait le costume sur les Daimajin 2 et 3. Mais surtout, c'est lui qui a fait le costume du Colosse de Hong Kong. Ok, intéressant. Voilà. D'où une petite question de notre camarade un peu qu'on avait aussi, c'était finalement est-ce que ceux qui ont travaillé sur ces films-là, vu le succès, et est-ce qu'ils se sont un peu exportés? Bah là, tu viens de parler du Colosse de Hong Kong. Je crois qu'il y a le film Green Snake de Tuerk qui a aussi été fait au niveau des effets spéciaux. Je vais y arriver par ceux qui se sont occupés de Godzilla. Ouais. Donc, bah, tu sais d'ailleurs, j'en profite. À la base, il y a une version de Madame Whitesnake que j'ai dans mes mains là, qui date de 1956, qui est donc d'un film japonais qui raconte l'histoire du serpent blanc et du serpent vert, qui a été coproduit par la Toho et la Shaw Brothers. Ouais. Et tu as les deux logos au début du film, les deux logos ensemble. Ça doit être beau, le logo. En fait, tu as le logo de la Toho et le premier logo de la Shaw Brothers, qui n'est pas encore le logo SB. Et dedans, donc, les effets spéciaux sont faits par Eiji Tsuburaya, qui avait fait les effets spéciaux de Godzilla, de tous les films de kaiju de cette époque-là. Et dans les bonus DVD, il y a des rushs d'effets spéciaux non finis dans ce DVD japonais. Comme quoi, les bonus, on a du bon des fois, hein, quand même. On a beau critiquer. Bon, exactement. Mais c'est vrai que, de toute façon, quand on part du principe que Super Inframan et le Colosse de Hong Kong sont les meilleurs films jamais faits, bon, voilà, on peut leur attribuer toutes les qualités qu'on veut, et voilà. Alors, encore une petite question, du coup, quels sont, du coup, après cette bataille en terre kaiju-esque, quels sont tes prochains projets? Est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sur d'autres projets de fou? Alors, j'avoue que là, actuellement, bon, je pense que la suite se fera un jour ou l'autre quand même. Ce serait dommage de rester au niveau des années 80. Je pense qu'il y a plein d'autres cinéastes à défricher, d'autres filmographies à découvrir, plein de réalisateurs émergents, parce que des années 80 jusqu'aux années 2010, bah, il y a quand même toute une flopée de films à étudier. Et il n'y a pas plus il y a plus d'un film intéressant à découvrir. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais bon, on verra si ça se fait. Il y a un autre cinéaste, j'aimerais faire un bouquin sur un autre cinéaste, mais cette fois un cinéaste, je ne peux pas en dire plus, mais c'est un cinéaste anglais qui a travaillé aux États-Unis, période années 30-40, voilà. Et j'ai 2 idées de romans que j'aimerais peut-être matérialiser. Voilà. D'accord, bah intéressant. Et du coup, les gens qui voudraient te suivre pour justement ces œuvres ou tout le reste, hein, d'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Sur les réseaux sociaux ou autres? Ah bah, tout simplement, je suis sur Facebook, hein, Fabien Moreau.
voit ma tête là avec mes lunettes, ou alors sur Twitter, sur donc le @fabfuzz, FABFU2Z. Donc là, actuellement, c'est de façon de me joindre et je réponds aux gens. Donc il n'y a pas de souci. Ok. Un dernier mot sur le livre ou autre chose? Un petit dernier mot? Oui, en tout cas, tu parlais quelles sont les belles rencontres que j'ai fait autour de ce bouquin. Mais en fait, les belles rencontres que je les fais depuis que le bouquin est sorti, c'est-à-dire avec toutes les personnes de la presse qui m'interviewent pour le bouquin, qui font des belles reviews sur le bouquin, les gens que j'ai rencontrés encore une fois quand j'ai fait Mauvais Genre, euh, sur Mauvais Genre, parce qu'il y avait Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Sophia Zoulo qui disent que ton bouquin c'est bien, donc ça c'est quand même un sacré honneur, quoi. Tu vois, le monsieur de cinéma de quartier te dit qu'il a aimé ton bouquin, je veux dire, la boucle elle est bouclée, et puis même rencontrer des gens qui en toute honnêteté je ne connaissais pas, notamment toi, et tu te rends compte que en fait, sur Internet, il y a des gens qui aiment les mêmes trucs que toi, qui aiment le cinéma hongkongais notamment. Et je suis très, très. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je suis très ravi de voir qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui proclament leur amour pour le cinéma hongkongais. Il y a toi que j'ai découvert, ensuite il y a Merej, et puis il y a Il était une fois en Asie, podcast Histoire d'Agie, Hcast et tout ça. Je me suis dit, tiens, il y a une espèce de. Jonathan Azia, on va le citer, pas qu'on l'oublie. Jonathan Azia aussi, c'est des patrons de la défense du cinéma HK chez nous, tu vois. Et je me dis, waouh, en fait, voilà, il y a une vraie commune, quoi. Et puis bon, maintenant, on a la résurgence de ce cinéma-là via des éditeurs vidéo. Je pense à Spectrum, tu vois, qui font des choses complètement dingo. Gloire à eux, quoi, tu vois. Et puis, non, c'est une bonne vibe pour le cinéma hongkongais et surtout pour le cinéma de science-fiction japonais parce que les gens sont vraiment curieux. Les gens sont vraiment curieux et avides de voir ces films-là. C'est-à-dire qu'à mon époque, dans les années 90, on se foutait de moi parce que j'aimais ce genre de film. Mais aujourd'hui, ça évolue, ça change parce qu'il y a vraiment des gens curieux, femmes comme hommes, je précise, qui ont vraiment envie de voir ce genre de film et j'espère que on aura la chance dans les années à venir de les voir dans des sorties officielles, quoi. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, on va juste récapituler le livre. Donc, je vais essayer de pas me planter sur la prononciation de l'édition. C'est putain, j'arrive pas. Aardvark. Je le dis pour que les gens le retiennent. Aardvark. Et donc, comme j'ai dit, c'est 50 €. Ça a l'air d'être beaucoup, mais la qualité. Et j'ai pas parlé de l'épaisseur des papiers aussi, parce que ça aussi, il faut en parler. C'est du vrai papier, il va pas se déchirer. C'est du bon papier. C'est pas le machin que tu manipules. Franchement, je pense qu'un éditeur un petit peu trop sur ses sous, je pense, aurait fait le bouquin beaucoup plus cher. Mais franchement, là, le rapport qualité-prix, objet, poids, contenu, franchement, sans faire de la pub supplémentaire, ça allait bon, quoi. Ouais. Ah, mais moi, la première fois que je l'ai eu entre les mains, j'ai eu le truc, j'ai fait pouf, je fais purée. L'objet, rien que l'objet, t'as envie de l'avoir dans ta collection. Et vous voyez, un spectateur, vous voyez comme il parle, vous voyez, il connaît toutes les dates, comme il en parle avec passion, avec envie. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça parle de kaiju, mais pas que. Ça parle de science-fiction. C'est finalement un pan de l'histoire du cinéma. Et c'est super précis. Moi, je me suis dit, en lisant le livre, je me suis dit, je vais faire un mois kaiju et puis je sais où je vais aller chercher les infos en fait. parce que voilà. Et quand on voit rien que les annexes à la fin, dans les annexes, attends, c'est où là, la bibliographie, là, elle fait je sais pas combien de pages. C'est un truc assez impressionnant. C'est où ce machin? Et si des followers ont des questions sur les films, tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter. Avec plaisir, si vous avez besoin de conseils ou d'orientation selon vos goûts, selon vos envies, n'hésitez pas. Très très bien, merci pour moi déjà, parce que je vais en profiter comme un porc. Si tu m'appelles, je te dis, si tu veux voir, regarde Spaceman, si tu veux voir un super-héros en collant affronter des monstres par dizaines, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas pour rien que je posais la question de par quoi commencer, je suis pas con quand même. C'était totalement personnel comme question. Et ouais, au passage, je profite dans la bibliographie, j'ai aussi aimé parce que j'ai retrouvé des trucs que je connaissais, des trucs qui m'ont surpris, comme entre autres le petit bonus feuillet qui accompagnait les Atoichi. Je fais, tiens, je vois qu'on a lu les mêmes choses des fois. Je fais, tiens, je l'ai. Oui, forcément. Mais ça fait plaisir aussi de voir ça finalement, de se dire que
qu'il y a des bases qu'on connaît et tout. Enfin bref, qu'on est chez nous là-dedans. On est chez nous. C'est le Japon, mais on est chez nous. On est à la maison, on est bien. Voilà, exactement. Alors, remonte le livre une fois pour qu'on le voit bien, puisque tu es en grand. Le Kaiju Envahisseur et Apocalypse. Alors, évidemment, je répète, on peut croire que je fais de la pub parce que j'ai monsieur comme invité, mais blague à part, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le livre et je vous conseille en tout cas d'y jeter un coup d'œil, très honnêtement. Et vous serez, pour moi, ceux qui aiment vraiment les choses avec de l'information, c'est peut-être moins, comment dire, c'est peut-être moins quelque chose comment dire ça, la niche spectaculaire. Voilà, c'est peut-être moins spectaculaire, je dirais, dans le sens où c'est pas. J'ai l'impression que le livre n'a pas pour but de divertir, mais par contre, c'est une encyclopédie. Il y a vraiment un côté encyclopédique avec plein d'informations. Et historique aussi. Historique. Oui, tout à fait. Pour ça, encyclopédique, ouais, historique, comme on a dit, ça retrace le truc. Donc, je suis, très honnêtement, c'est un super livre. Super livre, je ne regrette pas du tout mon achat, je vous le dis honnêtement. Voilà, tout simplement. C'est des retours de gens comme toi qui me donnent envie de me remettre à la suite rapidement. Ouais, mais alors, je vais faire une critique. Ça parle pas assez de Super Sentai. C'est le mec qui veut diriger, ce serait bien. L'emmerdeur. Non, je plaisante évidemment. Mais bah, déjà, en plus, ça parle de Kamen Rider, ça parle d'Ultraman. Attention, on est déjà bien servi. Bref, un dernier petit mot où on a tout dit. Bah écoute, déjà, merci encore une fois d'avoir parlé du bouquin et longue vie à ta fameuse chaîne. Bah, merci. On va essayer de la garder en vie. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et d'une fraîcheur constante. Non, mais merci à toi surtout. Et voilà, bah, merci à tous de nous avoir regardés et portez-vous bien. Et puis voilà. Merci beaucoup. Au revoir.